Bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. L'archevêque de Dakar salue l'engagement renouvelé du chef de l'État accompagné l'Église. Monseigneur Benjamin Ndiaye a évoqué ce jeudi avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye plusieurs projets. Le plus en vue, la finalisation du sanctuaire marial de Popenguine. La plateforme Djubanti pour promouvoir les valeurs citoyennes, l'outil est lancé en prélude à la journée du dialogue national prévu mardi prochain et qui portera sur la réforme et la modernisation de la justice. Le ministre de la Communication, pour la première fois dans les locaux de la RTS, Aliou Sall, a visité les différentes installations et a pu s'enquérir des conditions de travail des agents. Il a découvert dans la foulée la nouvelle tour de la RTS qui attend d'être opérationnelle. Le blé suscite de plus en plus l'intérêt. Chercheurs, producteurs et l'État veulent investir dans cette culture. 8 variétés sont expérimentées par l'ISRA. La céréale est très demandée au Sénégal. Elle est l'une des plus consommées dans notre pays. En 2022, plus de 860 000 tonnes ont été importées. La guerre en Ukraine a eu ses effets. Il faut désormais compter sur soi-même. Les diplomates accrédités à Dakar signent le registre de condoléances ouvert à l'ambassade d'Iran. Après le décès du président Ibrahim Raïssi, la communauté internationale se solidarise. Le Sénégal et plusieurs pays soutiennent Téhéran dans cette rude épreuve. Bienvenue à tous sur la fiche d'audience du président de la République cet après-midi. Deux rendez-vous avec des personnalités. La première réservée à l'Église sénégalaise. Le clergé s'est félicité de l'engagement renouvelé du chef de l'État à soutenir les valeurs spirituelles et les grands projets en cours. La seconde audience a été accordée au ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et porteur d'une lettre du président Tebboune. La synthèse d'Aboubakri Kane. Comme il est d'usage, l'Église sénégalaise tient chaque année une session de travail des évêques à l'issue du pèlerinage marial de Popenguine, laquelle est généralement suivie d'une audience avec le président de la République pour des échanges sur les grands sujets de l'heure. Nous remercions donc le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de nous avoir offert l'hospitalité aujourd'hui dans un entretien très simple, très courtois. Nous l'avons remercié pour le soutien accordé par l'État à ce grand événement qu'est le pèlerinage national de Popenguine. Et nous lui avons aussi soumis des questions de la vie nationale et des questions qui concernent aussi plus directement l'Église. Nous avons trouvé une oreille attentive avec de bonnes dispositions à nous accompagner dans une collaboration franche et ouverte. Et donc nous nous félicitons de la rencontre au terme de cette audience que le président a bien voulu nous accorder. L'Église se félicite de cette rencontre à travers laquelle le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement à la soutenir dans ses projets majeurs. Il y a d'abord le vaste projet de Popenguine qui demande encore à être poursuivi et le président nous a donné des assurances en la matière, tout en se félicitant d'ailleurs de la majesté du projet. C'est un beau projet. Et aussi l'accompagnement d'autres projets dans les différents diocèses, parce que les différents diocèses ont des sanctuaires de pèlerinage. Et l'État, dans la continuité, va aussi nous accompagner dans ce sens, comme dans d'autres questions qui peuvent toucher à la vie des communautés chrétiennes. Le ministre algérien des Affaires étrangères a également été reçu par le président Bassirou Diomaye Faye. Ahmed Attaf est porteur d'un message du président Abdelmajid Tebboune. Le président Abdelmajid Tebboune est personnellement attentif à la qualité des relations algéro-sénégalaises, tout comme il est particulièrement soucieux de leur contenu et de leur substance. L'Algérie entend être aux côtés du Sénégal en approfondissant et en densifiant avec lui sa relation de coopération dans le respect des échéanciers que nous décidons pour un meilleur encadrement
juridique de nos sphères de coopération et pour une meilleure identification de nos champs d'action prioritaires qui tirent le mieux avantage des potentiels de coopération existants entre nos deux pays. Une lettre dont l'essence même est d'approfondir la coopération bilatérale entre Dakar et Alger. La plateforme citoyenne Jubanti vient d'être lancée par la présidence de la République. L'outil doit permettre aux citoyens de donner leur opinion et avis sur le fonctionnement de ce pouvoir. La réforme et la modernisation de la justice sera au cœur du dialogue national prévu le 28 mai prochain. Salut sec. Jubanti, qui signifie redresser, rectifier ou corriger en français, est une plateforme mise en place pour accompagner la journée du dialogue national. Pour cette édition, la modernisation de la justice sera au cœur des débats. Dans sa volonté politique, le président de la République a tenu, dans le cadre de la journée du dialogue national, qui est un cadre institutionnel, à consacrer cette année, cette édition 2024, le thème réforme et modernisation de la justice. Et en tant que citoyen, en tant que justiciable, nous avons aujourd'hui notre opinion, notre façon de voir, notre expérience, nos suggestions et nos avis par rapport à la justice. Une volonté forte du chef de l'État dans sa vision du Sénégal qu'il veut, avec l'ensemble des citoyens, bâtir. Il veut placer au cœur de sa vision, au cœur de la réflexion, le citoyen, le bien-être du citoyen. Et c'est dans cet esprit-là que cette plateforme-là a été mise en place pour redonner la parole à ces citoyens-là, pour leur donner l'opportunité de pouvoir exprimer leurs ressentis, exprimer leurs préoccupations, afin qu'ensemble, nous puissions apporter les transformations nécessaires pour aller vers un Sénégal plus juste, plus prospère. La plateforme Jubanti devrait donc permettre de recueillir l'opinion des citoyens sur le système judiciaire, son fonctionnement, ses services, ses pratiques, entre autres. Ces avis-là dégagés et les opinions données, surtout les opinions qu'on donne, vont permettre d'avoir un ensemble d'éléments qui puissent savoir que dans tel secteur, il est important de procéder à des réformes. C'est à partir effectivement des problèmes qui ont été soulevés et peut-être même des propositions de solutions qui vont être données. Toute personne qui donne une opinion peut-être négative peut à côté estimer que tel aspect devrait pouvoir être amélioré. Et si on recense l'ensemble de ces idées-là, bien évidemment positives et constructives, cela permettra de passer, si nécessaire, à des réformes. Les avis et les correctifs qui seront souhaités à travers cette plateforme-là pourront effectivement permettre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de prendre en compte et de pouvoir rectifier ou amender, en tout cas, les différentes procédures et tout ce qui va avec. Mais vraiment, l'objectif de la plateforme, c'est de permettre, comme vous l'avez dit, à toute la population, quel que soit donc l'endroit où le Sénégalais se trouve, ou bien même l'étranger qui vit parmi nous, donc qu'il puisse effectivement donner valablement son avis, autant que les acteurs qui seront dans la salle avec M. le Président de la République. À travers cette plateforme, les populations pourront donc participer de manière active au dialogue national prévu le mardi 28 mai 2024. La réforme et la modernisation de la justice qui seront donc au cœur de ce dialogue national prévu le mardi 28 mai. Nous en parlerons avec le ministre conseiller, porte-parole de la présidence de la République, M. Ousseynou Ly. 4 jours après le décès du président iranien Ibrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère, le pays observe un deuil national à l'ambassade de la République islamique d'Iran au Sénégal. Plusieurs personnalités ont signé le livre de condoléances pour apporter leur soutien et partager la douleur du peuple iranien. Seydina Lunfal. Ambassade de la République islamique d'Iran au Sénégal. Depuis 3 jours, l'ambassadeur reçoit des personnalités venues présenter leurs condoléances. À l'entrée, le registre des condoléances signé par les différentes représentations. Tous ont voulu témoigner leur compassion et partager la douleur
suite au décès du président iranien Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. On ne pouvait pas, moi personnellement en tant que descendant du prophète, je ne pouvais pas entendre un événement triste comme ça sans venir voir son Excellence et témoigner ma sympathie envers eux. Nous sommes venus ici pour signer le livre de condoléances et présenter nos condoléances, exprimer à nos homologues de l'ambassade d'Iran ici notre compassion, nos condoléances pour cette disparition tragique. Je suis venu transmettre les condoléances du gouvernement d'Espagne pour la mort tragique du président de la République islamique d'Iran, de son ministre des Affaires étrangères. Et on transmet aussi les condoléances du gouvernement aux familles et aux amis des victimes. Le Sénégal a rendu un hommage au président Ebrahim Raisi. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à l'ambassade de la République islamique d'Iran pour présenter les condoléances du peuple sénégalais. Nous avons eu les autorités sénégalaises à travers le ministre des Affaires étrangères. Il y a les représentants des différentes communautés religieuses du Sénégal. Cela prouve que la sympathie qu'ils ont envers la République islamique d'Iran, mais aussi aux côtés du peuple iranien. Cela signifie aussi le statut et l'amour, l'affection que le peuple sénégalais a envers les frères de la République islamique d'Iran, et prouve aussi les relations politiques, diplomatiques, économiques qui lient les deux pays. À l'ambassade de la République islamique d'Iran au Sénégal, les diplomates et le personnel saluent cet élan de solidarité. À des centaines de kilomètres en Iran, on observe un deuil national de 5 jours. Des fermes intégrées pédagogiques dans les écoles. L'idée fait tache d'huile. Plus d'une vingtaine d'établissements scolaires l'ont expérimenté. L'initiative est bien adoptée par les élèves et les équipes pédagogiques. C'est le cas au lycée Seydina Issa Rouhou Laye, avec plusieurs variétés qui ont été cultivées par Colingam. Nous ne sommes pas dans un marché, mais bien dans un établissement scolaire, lycée Seydina Issa Rouhou Laye. Cette école fait partie des 22 établissements bénéficiaires des périmètres de biodiversité mis en place par le projet Biodiversité en milieu scolaire, dont l'objectif dépasse la dimension pédagogique. Les élèves ont acquis quand même des compétences transférables. Et ça fait énormément plaisir. C'est une très bonne initiative. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais ça doit faire tâche d'huile dans les autres établissements. Oui. Franchement, félicitations au club scientifique du lycée. Au lycée des Parcelles Assainies de Thiaroye Kennedy, aux écoles Manguier 1 et 2 et à la structure de la petite enfance de Anne Belair, partout où elle est passée, la coordonnatrice de biodiversité se dit émerveillée par les résultats obtenus et le dynamisme de la communauté éducative autour du projet. Le bilan est positif, d'autant plus que moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'école maternelle, où c'est des gamins de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans qui ont un jardin super bien entretenu. On a vu que tous les potagers que nous avons visités sont vraiment bien entretenus et verts. Et l'engagement des élèves et l'équipe pédagogique, c'est vraiment immense. Je me réjouis de cela. Avec ce projet, les écoles partenaires disposent désormais de ressources additionnelles leur permettant de prendre en charge certaines dépenses. On a mis dans chaque établissement ce qu'on appelle un fonds vert de solidarité. Les 25% du fonds vert sont investis dans l'achat des serviettes hygiéniques et quelques médicaments. Les 40% sont destinés à l'achat des fournitures et le paiement de la scolarité d'élèves issus du milieu défavorisé. Les 35% qui restent constituent un fonds de caisse pour la pérennisation du projet. À la fin de sa visite, la coordonnatrice du projet déclare que son ambition est de faire de ces périmètres de biodiversité des fermes intégrées pédagogiques dans les écoles du Sénégal,
avec l'introduction de la pisciculture et de l'aviculture. Sur un champ plus large et plus grand, à Thiaré, dans le département de Kaolack, 63 tonnes de semences sont déjà disponibles. Toutefois, les producteurs demandent l'appui de l'État pour emblaver plus de terres avec le matériel requis et espérer une bonne campagne agricole. Claire Diop. Pakachar Seko, dans la commune de Thiaré, la localité polarise 57 villages. Nous sommes à quelques kilomètres de Kaolack, en plein cœur du Saloum. Ici, l'activité phare des populations locales est l'agriculture. Hommes, femmes et jeunes s'y adonnent. Depuis 2002, les acteurs s'organisent. Une coopérative est créée avec environ 720 adhérents. 3 spéculations sont cultivées. Arachides, mil, maïs. De bons rendements sont enregistrés, même si en deçà de la potentialité existante. Depuis la venue de la coopérative, beaucoup de performances sont enregistrées. Nous faisons beaucoup d'efforts pour accompagner nos membres en intrants, engrais et autres. Nos espoirs avec les nouvelles autorités, elles doivent mieux renforcer les coopératives et la sécurité alimentaire sera au rendez-vous. Nous sommes dans les dispositions pour une étroite collaboration. De l'avis de ces acteurs, le développement de l'agriculture passera forcément par la mise en place de grandes entités pour mieux répondre aux enjeux de l'heure. La coopérative des producteurs de semences de Thiaré se veut un exemple. Nous disposons de 63 tonnes de semences d'arachide. Donc 63 tonnes, cela fait à peu près 410 hectares, 413 hectares. Donc avec le soutien peut-être de l'État, si nous disposions un peu d'une quantité encore, nous voulons peut-être emblaver plus de 600 hectares. Nous avons la capacité d'emblaver plus de 600 hectares. Donc nous demandons peut-être à l'État de nous venir en aide sur ce point, en nous fournissant peut-être des semences. À ce stade des préparatifs, le bureau exécutif se réunit pour peaufiner la stratégie à entreprendre pour l'atteinte des objectifs fixés. Par rapport aux années passées, donc il y a une baisse par rapport au prix aux producteurs. Donc ce qui va arranger vraiment les producteurs qui pourront peut-être acquérir ces semences à moindre coût, donc sans beaucoup de difficultés. Pour l'engrais aussi, on a noté aussi des baisses au niveau de l'engrais. Donc nous félicitons le nouveau gouvernement pour ces mesures prises. Donc espérons aussi que ces engrais seront disponibles pour les organisations de base comme telles que la coopérative de Thiaré. Un plaidoyer est fait pour pouvoir mieux mener des campagnes hors saison. L'accès à l'eau de qualité en quantité suffisante pose problème. Autre vœu pieux, l'installation d'unités de transformation pour plus de valeur ajoutée. Les autorités sont interpellées sur ces questions. Les concernés veulent valoriser la forte production pour impulser un développement local durable. Et nous parlons de l'expérimentation de la culture du blé au Sénégal. Des résultats prometteurs sont enregistrés par l'ISRA qui a mis en essai 8 variétés. L'idée est de réduire drastiquement la dépendance aux importations qui se chiffrent à plus de 860 000 tonnes par an. C'est beaucoup d'argent. Avec la guerre en Ukraine et ses effets, il va falloir apprendre à compter sur soi-même dorénavant. C'est le sujet de la rubrique économie de ce jeudi avec Aminata Mbengue. Falniaï. Le blé est, après le riz, la deuxième ou troisième céréale la plus consommée au Sénégal. En 2022, plus de 860 000 tonnes ont été importées pour une enveloppe de 238 milliards de francs CFA. L'inflation causée par la guerre en Ukraine a poussé l'État à intensifier le programme d'expérimentation du blé. Depuis des années, ISRA a fait des recherches sur le blé et d'ailleurs a homologué en 2020 4 variétés de blé tendre et 4 variétés de blé dur. Donc ça c'est en 2020 et depuis lors aussi, on est en train de développer d'autres variétés beaucoup plus performantes et on est également en train de diffuser les technologies qu'on a développées parce que il s'agit de développer des technologies, mais aussi il faut transférer ces technologies-là. Aujourd'hui, de nombreux producteurs investissent ce secteur. À Pout, ce sont des hectares qui sont emblavés. C'est une parcelle de 6 hectares.
tout est, comment dire, emballé en blé. La variété qu'on est en train de faire, c'est le Diré 17. Le Diré 17, c'est une variété résistante à la chaleur et aux champignons. Et puis ça donne le bon rendement. L'année dernière, on a fait à peu près 3 tonnes par hectare. Et cette année aussi, on attend plus que ça. Ces producteurs sont en partie accompagnés par l'ISRA pour l'acquisition de semences. On a signé un contrat avec un boulanger de la place qui a acheté la production de l'année dernière. Et pour cette année, c'est l'État qui nous a donné une partie de la semence. Et l'autre parcelle, c'est la production de l'année dernière. L'expérimentation du blé dans notre pays commence à porter ses fruits. Des résultats très prometteurs sont enregistrés. On a aussi eu à faire des parcelles de démonstration un peu partout. L'année passée, 2022-2023, on a fait des tests au niveau même de Dakar, au niveau de Bots Sénégal, Sangalkam, mais aussi dans la vallée. Vraiment, ce sont des variétés non seulement locales, qu'on a testées en comparaison avec des variétés qu'on a importées de l'Égypte. Et vous avez vu avec le ministre de l'époque qui avait fait des visites, on a eu des rendements jusqu'à 6 tonnes à l'hectare. Alors que ces rendements-là, ce sont des rendements qu'on obtient dans les pays maghrébiens. Donc, alors que les conditions climatiques sont un peu différentes. Ces rendements obtenus prouvent que le Sénégal a la possibilité de cultiver du blé irrigué. Produire du blé sur une large échelle pourrait réduire drastiquement la dépendance aux importations. Cette année, lors du programme agricole, en tout cas dans le sud, on prévoit en tout cas d'aller sur 500 hectares de blé. Et je pense que dans la vallée du fleuve, je pense qu'on est à peu près à plus de 2000 hectares. Cette année, lors du programme agricole, en tout cas dans le sud, on prévoit en tout cas d'aller sur 500 hectares de blé. Et je pense que dans la vallée du fleuve, je pense qu'on est à peu près à plus de 2000 hectares. La disponibilité de l'eau, des semences et de moyens, autant de sollicitations des producteurs. Ils demandent plus d'accompagnement de l'État pour assurer une bonne partie de la production et d'ici quelques années, atteindre l'autosuffisance en blé. Et c'est bien dans l'ordre du possible avec l'exemple de Matam, le dompteur du désert. Après la Gambie, le Mali, les deux Guinées, le directeur général des douanes s'est rendu en Mauritanie, visite pour renforcer la coopération entre les institutions douanières des deux pays, en ligne de mire des projets d'envergure pour plus de synergie, notamment au niveau des frontières. Le reportage de Moussa Mané. C'est la ville de Rosso, Mauritanie, sur la rive droite du fleuve Sénégal, qui a accueilli la rencontre entre les deux directeurs généraux des douanes sénégalaises et mauritaniennes. Le directeur général Mbaye Ndiaye et sa délégation ont eu droit à un accueil chaleureux à la hauteur des relations exemplaires entre les deux pays. Cet accueil a été à la dimension des relations exemplaires entre les deux pays que tout lie, et nous sommes déterminés à renforcer la coopération exemplaire, surtout dans le domaine douanier où nous avons plusieurs points de convergence. Je remercie Monsieur le directeur général de cette visite qui rentre dans le cadre des relations exemplaires entre nos deux pays, matérialisée par la première visite de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie. Le fait que le Président ait choisi notre pays est un signe pour nous d'aller à l'avant pour développer davantage nos relations. Au menu des discussions entre les deux parties figurait la facilitation du commerce transfrontalier, la lutte contre les trafics illicites ainsi que les perspectives liées à la construction du pont de Rosso. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'exploitation du gaz avec le projet GTA. Il y a une unité mixte où on retrouve en tout cas les deux administrations. On est en train aussi de travailler sur le projet du pont de Rosso qui va permettre de fluidifier davantage les rapports commerciaux entre les deux États. Également, il y a un projet de point ou en tout cas de bureau de contrôle juxtaposé. Très prochainement, un comité technique de coopération douanière mixte sera mis en place conformément aux recommandations de la grande commission mixte qui s'est tenue en février dernier
et la coopération douanière ira de l'avant, Inch'Allah, sur tous les plans. Parce que c'est la volonté des deux peuples, c'est la volonté aussi des deux États à travers, en tout cas, nos présidents de la République qui travaillent étroitement pour renforcer la coopération bilatérale. Les deux directeurs généraux se sont d'ailleurs rendus à la base vie de l'entreprise chargée de la construction du pont de Rosso. Sur place, ils ont eu droit à une présentation du projet et de son état d'avancement. Ils ont ainsi pris note des diligences et doléances formulées par l'entreprise en vue d'une meilleure prise en charge des facilitations douanières nécessaires à l'exécution des travaux. Le groupe consultatif régional du Conseil de stabilité financière pour l'Afrique subsaharienne s'est réuni à Dakar, une première. Plusieurs thématiques liées aux vulnérabilités macroéconomiques ont été abordées et la BCEAO est revenue sur les actions menées pour améliorer les performances des États membres de l'UEMOA. Salut Sec. C'est une rencontre qui se déroule pour la première fois dans une juridiction francophone. Les travaux vont porter sur des thématiques majeures. Il s'agit des paiements transfrontaliers, l'évaluation des vulnérabilités macroéconomiques et financières au niveau mondial et régional, l'intelligence artificielle dans le secteur financier et le changement climatique. En sus de ces questions relatives aux vulnérabilités affectant le système financier mondial et celui de l'Afrique saharienne, cette rencontre, pour la première de 2024, nous offre donc l'opportunité de faire le point et d'échanger sur plusieurs thèmes importants qui impactent la stabilité du système financier de nos juridictions respectives. Dans l'Union, la BCEAO et les États membres ont mené des actions pour dynamiser la croissance économique, réduire les pressions inflationnistes et préserver la vitalité extérieure. Pour faire face aux fortes tensions sur les prix, la Banque centrale a entamé un resserrement de sa politique monétaire depuis juin 2022 à travers plusieurs hausses de ses taux directeurs. Elle a également initié des actions pour renforcer la résilience du secteur bancaire. Dans ce cadre, plusieurs lois ont été adoptées en 2023, notamment la loi sur le secteur de la microfinance, la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et la loi bancaire. Ces évolutions réglementaires ont permis d'aligner le cadre juridique avec les standards internationaux et de tenir compte des vulnérabilités et opportunités intervenues au cours des années récentes. D'autres initiatives ont été menées pour renforcer la solidité des banques. Le montant du capital social minimum des banques a été doublé à 20 milliards de francs CFA en vue de renforcer la solidité des banques et leur capacité à davantage financer les économies des États membres de l'UEMOA. De plus, les pouvoirs de supervision et de résolution bancaire de l'autorité de contrôle ont été renforcés. La BCEAO s'est en outre résolument engagée à soutenir et à accélérer la digitalisation, particulièrement de nos économies, à travers la mise en place en mi-2024 d'une plateforme interopérable pour assurer le paiement instantané de l'Union. Ces efforts ont permis d'améliorer les performances économiques des pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour rappel, cette réunion de haut niveau s'est déroulée en présence des gouverneurs des banques centrales de l'Afrique du Sud, de la Zambie, d'Angola, du Lesotho ainsi que du secrétaire général du Conseil de stabilité financière. Sur le plateau du 20h, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, M. Oussenouli, ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République, qui vient nous parler de la plateforme Djubanti lancée aujourd'hui par justement l'institution, la première institution du pays, une plateforme digitale pour promouvoir les valeurs citoyennes. Quel est le besoin justement qui a poussé la présidence de la République à lancer cette plateforme? Merci Diédiou. Faut d'abord commencer par rappeler le cadre qui a conduit à la production de cet outil. Il faut aller un peu vers le mois du début d'avril, où le 2 avril, le président de la République, dans son discours d'investiture, avait fixé en quelque sorte le cap, sa volonté, où il disait dans son discours qu'il compte faire de son magistère le Sénégal un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante. Là, il venait de camper
le décor un peu, de décliner le cadre. Nous devons rappeler également que le 28 mai est consacré journée du dialogue national. Étant donné que la justice, la réforme, les assises de la justice constituent un pilier fondamental de la politique, de la vision du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a tenu à marquer cette journée par le thème de la réforme et de la modernisation de la justice. Et quand on parle de réforme et de modernisation de la justice, c'est des acteurs, c'est un ensemble d'acteurs. Mais pour lui, on ne peut régler les problèmes de la justice sans pour autant prêter une oreille attentive à un acteur clé, qui est le justiciable. Alors, comment faire pour intégrer ce justiciable-là dans cette dynamique de réforme et de modernisation? Justement, c'est de lui donner la parole pour qu'il puisse partager ce qui découle de ses expériences en se confrontant à la justice, mais également sa façon de voir, qu'est-ce qu'il souhaiterait avoir de la justice de son pays. Quelle est l'autre perception qu'on devrait avoir justement de ce concept Jubanti? Oui, un peu plus loin. C'est un mot wolof. Évidemment, Jubanti, c'est un mot wolof, mais c'est un élément sur ce qu'on appelle le triptyque du président de la République. Quand il parle de Djoub, Djoubel et Jubanti, être droit dans le droit. C'est lié à l'homme, les valeurs, les qualités. Djoubel, c'est l'action, c'est-à-dire la gouvernance, la manière de faire. Jubanti, c'est aller dans le sens de la correction, c'est-à-dire corriger, revoir, réformer, performer. Donc, quand on parle de justice, il y a des choses à revoir, il y a des choses à corriger. Donc, tout ce qu'il compte faire, tout ce qu'il compte dérouler en termes de réforme rentre dans ce cadre du Jubanti. Et comme je dis, il y a un acteur à qui il faut donner la parole, à qui il faut prêter une oreille attentive, étant donné qu'on a l'habitude de le dire, la justice est rendue au nom du peuple et le citoyen est le cœur battant de ce peuple. Alors qu'est-ce qu'on peut justement attendre de cette plateforme? Le citoyen pourra-t-il justement mieux apprendre à se comporter dans la communauté? Quels sont les outils que vous allez lui proposer justement pour qu'il soit dans le Jubanti et le Djoubel? Voilà. Ici, il s'agit d'un exercice simple. Étant donné que le mardi 28, il y aura tous les acteurs au CICAD pour débattre du thème de la modernisation, de la réforme et de la modernisation de la justice, mais il faut donner la parole aux citoyens, aux justiciables. Donc, c'est une plateforme qui lui permet, juste à travers, pour 3 minutes, de simples questions, de donner sa perception, son appréciation de sa justice, celle qui est rendue à son nom, qu'il puisse faire parvenir par le biais de réponses très simples, très courtes, mais également par le biais de contributions, parce que sur la plateforme, il y a un espace qui est dédié. Si vous voulez aller au-delà des caractères qui vous sont réservés, vous avez la possibilité de développer votre contribution sur un document et de venir sur la plateforme, de le joindre et de faire parvenir ça. Et derrière, il y a des équipes qui vont travailler à être dans la collecte, le tri, pour pouvoir prendre en compte tous ces avis, toutes ces opinions et les inclure, les partager dans les conclusions de ce qui se fera le mardi au CICAD, qui est la journée du dialogue national. C'est le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Est-ce que cette plateforme pourrait aider les citoyens sénégalais à mieux comprendre le fonctionnement de la justice qui est parfois, par moments, mal perçu par la plus grande opinion? Mais évidemment, quand... À tort ou à raison. Évidemment, quand on dit à une personne, venez partager votre perception, elle peut être positive comme elle peut être négative. Mais il faut aussi rappeler que cette plateforme est utilisée par d'autres acteurs de la justice. Le magistrat, qui est aussi un citoyen, qui est quelqu'un qui utilise la justice, qui se sert de la justice, qui est de tous les jours. Donc lui aussi, en tant qu'acteur professionnel de la justice, c'est un citoyen également qui subit la justice. Il a la possibilité de donner son opinion. Et c'est l'ensemble de ces opinions,
de ses contributions, de ses valeurs, de ses visions, de cette façon de voir qui seront synthétisées autour des discussions sincères, hein, sincères parce que c'est ce que veut le président de la République. Je rappelle que lors de son allocution, le 3 avril, la veille, son allocution, son adresse à la nation, le 3 avril, il a tenu à le dire, à décliner sa feuille de route. Et il est venu et il l'a rappelé lors du Conseil des ministres le 9 mai, où il disait dans sa communication que l'une des 5 orientations majeures de sa politique, c'est la réforme de la justice. Donc, c'est pour cela qu'il a convoqué toutes les forces vives de la nation, mardi prochain au C4, pour qu'on puisse parler. Pas parler et survoler, mais parler de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire ensemble pour corriger les imperfections. Pour qu'au finish, une fois que ces conclusions seront mises en œuvre, que le citoyen, que la justice puisse être réconciliée à ce citoyen, à ce peuple pour qui elle est rendue. Bien sûr, parce qu'il y a justement cette dualité entre le peuple et la justice. Comment faire pour que chacun se sente à l'aise dans justement cette dynamique de réconciliation? C'est un grand chantier, hein, la réforme et la modernisation de la justice. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'une des plus grandes orientations de l'État du Sénégal. Est-ce que cela voudrait-il dire qu'on pourrait aller vers plus d'indépendance de la justice, plus, plus de rapports citoyens entre les justiciables et la justice? Mais ça, il ne faut pas se limiter juste aux déclarations. Il faut en un moment qu'on aille vers ce qui peut faciliter cette indépendance-là. Et quoi de plus facile? C'est de discuter, de dialoguer avec tous les acteurs. Et les acteurs, c'est vous, c'est moi, c'est le magistrat, c'est l'avocat, c'est la société civile, c'est la presse, toutes les composantes qui interagissent avec la justice. Donc pour nous et pour le président de la République, ce thème lui tient à cœur. Donc nous sommes dans le cadre de la journée du dialogue national, mais il a tenu pour cette année à commencer par la justice. Je rappelle que il n'y a pas longtemps, lui-même a eu à subir, à avoir une confrontation, une interaction avec la justice. Lui, il a une opinion de la justice. Mais ce n'est pas lui. Il ne veut pas que son opinion lui compte. Il veut que l'opinion de tous les Sénégalais. Jusqu'à présent, c'est le chef suprême de la magistrature. Hein, évidemment, évidemment. Mais le président du Conseil supérieur de la magistrature. La justice, le président est le garant, comme on a l'habitude, du bon fonctionnement des institutions. Donc, le bon fonctionnement de la justice, c'est de sa responsabilité. Mais il sait qu'il n'est pas le seul à pouvoir faire ça. Donc, il y a d'autres acteurs et c'est pour ça qu'il les invite autour du dialogue, de la journée du dialogue national qui se fera mardi prochain au C4 pour discuter et d'une discussion vraiment sincère, de la réflexion pure de tous les participants. Il a la conviction que de là, on peut tirer énormément de choses, énormément d'avis, de connaissances, d'expériences, de suggestions pour pouvoir construire une justice qui sera réconciliée à son peuple. Sénouli, on parle souvent de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est vrai que ce sont des pouvoirs qui peuvent être indépendants, mais qui sont obligés de travailler ensemble dans un état de droit. Alors aujourd'hui, est-ce que après ce dialogue, la plateforme du Bonti, on pourrait espérer que la justice sénégalaise fera désormais son travail sans trop de pression? Bon, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Ce qu'il faut retenir, c'est la volonté du président de la République d'avoir une institution, la justice, une institution qui est au service des populations. Et ça, il y a des actes à poser. Ça commence par le dialogue. Après le dialogue, c'est la mise en œuvre de ces conclusions. Donc, c'est un long processus. Il en est conscient et c'est pour cela qu'il veut faire appel à tout le monde, à toutes les composantes, pour qu'on puisse avoir les meilleures formules, les meilleures approches et dérouler ensemble. Mais dire que là, au sortir de ce dialogue, voilà, c'est le souhait. Mais c'est un processus long, mais il ne faut pas attendre. Il faut commencer et il compte commencer mardi prochain avec la journée du dialogue. Mais bien avant,
il donne l'opportunité à ses concitoyens de pouvoir aller sur la plateforme, de dire leur ressenti, leur perception par rapport à la justice de leur pays. Bien sûr. sa gis-gis si doxalinu yoon wi si doxalinu yoon voilà si doxalinu yoon loolu si c'est en wolof on va le dire, votre vision sur la marche de la justice pour traduire. Alors cette plateforme, on s'inscrit gratuitement, il n'y a pas de restriction, non? Non, il n'y a pas de restriction, c'est une plateforme ouverte et il faut dire que ça a été ça a été une œuvre vraiment collective, parce que dans l'approche, il y a eu autant de travaux préparatoires pour pouvoir parvenir à cet outil magnifique qui, dès qu'il a été lancé, même pas 30 minutes, on a eu des statistiques records pour dire que ça intéresse les Sénégalais. Et à chaque fois, c'est ainsi que le président de la République l'a compris. Il faut gouverner non pas pour les autres seulement, mais avec les autres. Et cette plateforme Jubanti sera pour les autres initiatives qui vont venir également, parce qu'aujourd'hui, on parle de la justice, demain, ça peut être un autre thème, ça peut être l'assainissement, la sécurité, la lutte contre la corruption, autant de thèmes qui pourront être développés. Mais aujourd'hui, il s'agit de la justice et que le citoyen puisse avoir en quelque sorte son mur de lamentation pour tout ce qui touche la gouvernance et voilà, et les segments publics, le service public, l'administration, l'espace public dans lequel il évolue tous les jours, qu'il puisse aller et donner son opinion. Jubanti, donc, la plateforme que vous venez de lancer à la présidente de la République pour parler justement de la justice, mais également, pourquoi pas parler de Internet, la baisse des coûts, après donc le satellite, le 2G, la 2G, la 3G, la 4G, la fibre optique, la Société nationale des télécommunications, la Sonatel, met sur orbite la 5G, une technologie de la cinquième génération qui entend améliorer la qualité de vie des consommateurs. La 5G est l'aboutissement de nombreuses années d'expérimentation, d'innovation et d'investissement massif dans l'opérateur de téléphonie mobile. La Sonatel, vous allez sur ça avec nous, Ousseynouli, et merci d'avoir été notre invité. C'est un reportage de Anaïs Nyanyamane. Entrée éclatante de la 5G dans le paysage numérique sénégalais. La nouvelle technologie présentée au grand jour par la Sonatel, une entreprise dont l'histoire est marquée par la capacité à mettre à la disposition des Sénégalais les dernières ruptures technologiques dans un monde en perpétuel progrès. Le lancement aujourd'hui commercial de la 5G d'Orange marque un tournant décisif dans le domaine de l'Internet fixe et du mobile, propulsant le Sénégal dans une ère d'innovation et de connectivité ultra rapide. Une connectivité ultra rapide combinée à une faible latence, la 5G vient inaugurer l'ère de l'intelligence artificielle, l'ère de l'Internet des objets impactant l'éducation, la santé, la médecine, les transports, la sécurité, bref, toute une vie. La 5G vient avec des performances de téléchargement jusqu'à 10 fois plus rapides que la 4G. Elle permettra donc une expérience utilisateur inédite, plus fluide et plus immersible que jamais. Cette norme mondiale va au-delà de la simple amélioration technologique. Elle se veut un catalyseur de croissance économique, ouvrant des opportunités pour tous. Je dois dire que tous mes usages sont largement couverts par la 5G et le service est d'une excellente qualité. On remarque également une performance au niveau de l'accès à Internet, une vitesse de téléchargement instantanée. Consciente des enjeux d'accessibilité, la Société des télécommunications s'engage à proposer des tarifs compétitifs à sa clientèle, dont le niveau d'exigence envers les produits et services Orange reste encore élevé. C'est cette exigence vers l'excellence qui nous porte et qui nous permet à chaque fois d'offrir plus, d'offrir mieux et si possible d'offrir un tarif toujours plus abordable. Et la 5G donc nous donne, nous à Sonatel, l'opportunité de continuer dans cette lancée de baisse régulière des tarifs de connexion. Et c'est donc avec une immense fierté que nous avons annoncé aujourd'hui le lancement de la Magic Box,
qui est la solution qui permettra aux clients qui ne sont pas dans les zones fibrées de disposer d'une connexion illimitée, comme sur la fibre optique, comme sur l'ADSL, à des tarifs abordables. La 5G est devenue une réalité au Sénégal. Reste maintenant à apprendre à vivre avec et à l'utiliser en toute intelligence. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a effectué sa première visite dans les locaux de la RTS. Aliou Sall a constaté l'état d'avancement des travaux de la tour R+10, les conditions de travail des agents de l'audiovisuel public. C'est l'une de ses principales priorités, a-t-il laissé entendre. Il a réitéré justement son engagement à remettre tout en œuvre pour contribuer au rayonnement de la chaîne de télévision et de la radio nationale. Cette visite symbolise la place importante qu'occupe la radio-télévision sénégalaise dans le paysage médiatique. Nous sommes là aujourd'hui à la RTS dans le cadre d'une visite d'abord de prise de contact. Et comme on l'a fait avec toutes les structures qui sont sous la tutelle du ministère de la Communication, des Télécoms et du Numérique, dont la RTS en fait partie. Et ce ministère dont le président de la République nous a confié la charge. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et j'en profite pour d'abord féliciter et encourager le nouveau directeur général, M. Pape Alé Niang, et l'ensemble des travailleurs. Déjà pour leur accueil chaleureux, on a été vraiment bien accueillis. Le ministre et sa délégation se sont d'abord rendus au niveau du studio T1 où sont présentées les éditions d'information. Ensuite, à la salle des serveurs. Une explication détaillée a été fournie par les techniciens sur le rôle capital de ces machines. Le meilleur pour la fin. La tour R+10 est le grand studio de 1000 mètres carrés. Une avancée significative en termes d'infrastructure et de technologie. Une expertise technique locale et une prouesse architecturale qui ont attiré l'attention du ministre. L'État du Sénégal a investi beaucoup d'argent, un peu plus de 33 milliards de francs CFA. Et j'avoue que moi j'étais un peu surpris pour un immeuble qui a été inauguré. Aujourd'hui, on voit que dans l'ancien bâtiment comme dans le nouveau, il y a encore des travaux. Et aujourd'hui, des locaux qui ne sont peut-être pas encore opérationnels. Et on espère qu'en tout cas, dans les jours et semaines à venir, de toute façon, ce que je disais tout à l'heure au directeur, on va essayer de s'asseoir autour d'une table avec toutes les parties prenantes qui nous ont en tout cas fait visiter. Et de voir en tout cas ce qui reste à faire et dans quelles conditions le reste à faire va pouvoir se faire dans les meilleurs délais. La RTS, une icône incontournable du paysage médiatique, est à un tournant décisif. Le directeur général s'est félicité de cette visite qui marque la volonté de l'État du Sénégal de promouvoir et de faire rayonner l'audiovisuel public. Le nouveau régime, sa volonté est de réconcilier la RTS avec le peuple sénégalais. Et nous avons reçu des directives fermes dans ce sens, que je vais libeller en deux termes, la liberté et la responsabilité. La liberté, c'est quoi? C'est de pouvoir renforcer tout le travail vers le pluralisme culturel, le pluralisme démocratique, le pluralisme politique. Que tous les Sénégalais puissent regarder la RTS en se disant que c'est notre télévision, parce que nous avons une mission de service public. Et dans ce sens, nous avons reçu vraiment mandat de nos autorités pour travailler. Et c'est l'occasion, Monsieur le ministre, de vous remercier, parce que depuis mon installation, pratiquement, nous nous parlons régulièrement sur l'ensemble des difficultés que la maison rencontre. Et à chaque fois, vous avez une bonne solution, vous me donnez des idées très pertinentes pour qu'on essaie de voir comment surmonter ces difficultés. Une visite cordiale qui s'est terminée par une belle photo de famille. Un espoir de rayonnement durable de la RTS. La photographie est présente avec le vernissage de l'exposition Sénégal Voyage temporel
du photographe Malik Bodian. Ce week-end, les passionnés d'art ont été admiratifs des tableaux authentiques exposés à l'agence Trams, des photos, portraits, des cartes postales, toute une exposition pour de grandes émotions. Il invite le public à voyager au cœur du Sénégal, des profondeurs. Le reportage de Fatou Diouf. Cette exposition est un carnet de voyage. En parcourant le Sénégal des profondeurs, Malik Bodian, avec son objectif, fixe pour l'éternité des visages, des paysages naturels, des regards, des sourires, bref, des émotions diverses. En couleur ou en noir et blanc, ces clichés illustrent l'authenticité de nos terroirs. Je trouve qu'au Sénégal, il y a encore des objets, des gens qui ont des façons de vivre qui est très ancien. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte que ça disparaît. Et pour moi, faire des photos en noir et blanc comme ça, c'est pour montrer ces choses-là et comment elles sont précieuses. Et c'est bien de progresser, mais en faisant attention à nos traditions. Voilà, comme le sabar, comme les traditions des Djola, les initiations, etc. Ces passionnés d'art au regard admiratif devant ces tableaux qui reflètent l'intimité et l'originalité des populations sénégalaises sont émerveillés par le travail accompli par cet artiste trentenaire. Oui, je pense que ce qui est particulier, déjà, je pense qu'il y a une mention qui disait qu'aucune des photos n'a été retouchée. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça montre vraiment le côté brut de la photo, le côté naturel de la photo. On voit aussi qu'il y a beaucoup de photos qui ont été présentées autant en couleur qu'en noir et blanc. Et ça montre que le fait de jouer avec les tons de couleur également renvoie un tout autre message. Et on voit que la plupart des portraits sont des portraits qui sont vraiment basés sur les émotions. Tantôt, on remarque un regard, un sourire qui est communicateur. Et c'est des choses qui donnent vraiment envie de découvrir encore plus là, parce que ce sont des tableaux qui nous racontent juste des histoires. Nous avons pu, je crois, des échos que j'entends, pu susciter cet effet, cet intime, cet enthousiasme, cette sincérité, cette pudeur que Malik Bodian incarne. Malik Bodian vit entre le Sénégal et la France. Ce voyage en Casamance ou à Kédougou lui révèle la beauté de son pays natal. Il lui a fallu 2 ans pour réaliser cette première exposition sur le continent africain. En voyageant beaucoup en Europe, aux États-Unis, tout ça, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas trop mon pays. Donc voilà, j'ai entamé ce voyage qui est très aléatoire, je n'avais aucun but. Et puis voilà, au début, c'était vraiment pas pour photographier. J'avais une caméra pour documenter, mais c'était plus pour faire le voyage. Et voilà, parfois, il y avait des choses que je voulais, des souvenirs que je voulais garder pour toujours. Donc, je les ai documentés, ou des gens que j'ai rencontrés que je voulais revoir à travers la photo. Je pense aussi que c'est une exposition qui est bien de voir en vernissage, mais ce qui est aussi importante de revenir quand les lieux sont vidés, pour ressentir. Parce que tout à l'heure, vous voyez, on a mis du choura, il y a toute une énergie, il y a toute une symbolique. Tous les voyages que Malik a fait, vous pouvez les ressentir, peut-être quand il y a un peu moins de monde. Donc l'exposition est présente jusqu'au 28 juillet. Admirer de magnifiques œuvres du photographe mannequin Malik Bodian, être bercé par les belles mélodies d'une icône de la musique sénégalaise, Ismaël Lo, le public a chanté à l'unisson Africa, un tube qui transcende les époques. Sport, football, tournoi IFOA A. Les filles du Sénégal ont battu hier la Guinée-Bissau en but à 0 au stade Lat Dior de Thiès. Les Lioncelles, avec cette deuxième victoire, valident leur qualification au second tour. Retour sur les temps forts de ce match avec Fatoumata Savané. Deuxième sortie, deuxième victoire. Après les Gambiennes, ce sont les Bissau-Guinéennes qui passent à la trappe. Les Lioncelles se sont imposées sur la plus petite des marques, un but à 0 qui leur ouvre les portes de la qualification au second tour de leur tournoi. Les
L'unique but de la rencontre a été marqué par Rokeyatou Kandé à la 15e minute. À Thiès, les supporters ont répondu présents pour galvaniser les Sénégalaises. Un match qu'elles ont certes dominé, mais en fin de partie, avec un sursaut d'orgueil de l'adversaire, les Bissau-Guinéennes ont réussi à imposer une bataille athlétique au milieu du terrain. Les Sénégalaises ont eu du mal à les contenir à un moment donné de la rencontre, mais les filles de Mbayang Thiam ont tenu bon et ont remporté la partie. Heureusement pour nous, on a su concrétiser une occasion et on est parti au vestiaire avec un but d'avance. Et en deuxième période, on est revenu, on a campé le jeu dans l'équipe bissau-guinéenne encore. Maintenant, il n'y avait pas de réussite. Et malheureusement aussi pour nous, on aurait pu scorer, marquer beaucoup de buts. Mais aussi, il y avait une équipe guinéenne présente et qui nous a aussi posé pas mal de problèmes. Toutes les équipes sont en train d'évoluer et c'est ça le charme de la compétition. Et nous allons nous préparer davantage pour garder ce statut de favori et Inch'Allah aller jusqu'au bout. Le Sénégal a mieux joué et nous avons essayé de revenir, mais on n'a pas su concrétiser nos occasions. Maintenant, on va sortir le grand jeu pour battre la Gambie et rester dans le tournoi. Ce vendredi, les Lioncelles feront face aux Aigles cadettes du Mali pour leur 3e match de groupe. L'objectif pour le Sénégal, conserver son titre pour cette 2e édition du tournoi UFOA A. Nous parlons de la finale du championnat national militaire qui a été remportée hier par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers devant l'armée de l'air, 1-0, match qui s'est joué à la base aérienne de Dakar. Ibaï Mambo. La joie des vainqueurs, une joie démonstrative ponctuée de chants. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait le job devant l'armée de l'air qui a eu du mal à décoller. Les sapeurs-pompiers remportent le trophée au bout de plusieurs mois de sacrifice. On a fait tout juste 2 mois de préparation à 3 mois de préparation avant la compétition. Et aussi, on a préparé l'équipe côté physique, et on a préparé l'équipe côté technique, aussi côté tactique aussi. Et on a cherché beaucoup de matchs d'entraînement avec les équipes de haut niveau. Dans les gradins, une ambiance de fête dans la pure tradition militaire. Les supporters des 2 équipes finalistes ont assuré l'animation. Sur la pelouse, tout un cérémonial. En toile de fond, discipline et rigueur. Une finale serrée, l'unique but de la partie a été inscrit par le caporal Abouba. Une réalisation qui vaut son pesant de bonheur, permettant aux sapeurs-pompiers de l'emporter sur le fil. En organisant cet événement, la base aérienne de Dakar a voulu promouvoir les valeurs de solidarité, de don de soi et d'amitié que le sport partage avec les forces armées. Assurément, le sport, au-delà de ses vertus pour la santé et la cohésion qu'il crée au sein de la société, est un devoir au sein des armées. C'est une composante du volet entraînement dont l'exercice confère aux combattants l'aptitude physique idoine permettant d'endurer les rigueurs du champ de bataille. 12 équipes venues de toutes les zones militaires ont participé à ce championnat de football. 2 semaines intenses de compétition. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'armée de l'air et la zone militaire numéro 1B sont montés sur le podium. Les playoffs de la Basketball Africa League démarrent demain à Kigali, au Rwanda. 8 équipes sont en lice. Le Sénégal est représenté dans ce tournoi final par l'AS Douanes, vice-champion au titre. Les douaniers tenteront de réaliser la performance de la saison 3 de la Basketball Africa League, la BAL.
Vous pourrez suivre tous les matchs de l'AS Douanes, justement en direct sur la RTS, ainsi que cette autre affiche de la Basketball Africa League, du basket à gogo sur la chaîne des grands événements du 24 mai au 1er juin. Rendez-vous à ne pas manquer. Et puis le canoïste Edmond Sanka est de retour au Sénégal après avoir décroché son ticket pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Edmond Sanka s'est fixé comme objectif de remporter une médaille lors de ces Jeux pour honorer le Sénégal. Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport Blaise Diagne par la Fédération de canoë-kayak, son club et sa famille. Abdoulaziz Ban. C'est aux environs de 20 h que l'athlète Edmond Sanka est arrivé à l'aéroport international Blaise Diagne. À l'accueillir, les membres de la Fédération de canoë-kayak, les coéquipiers en club, sa famille et ses amis. Un retour au pays pour le champion qui a décroché sa qualification lors de la Coupe du monde de canoë sprint et qui se fixe déjà des objectifs. Je suis qualifié aux Jeux paralympiques de Paris 2024 en terminant à la 4e place mondiale lors de cette Coupe du monde. Je remercie le CONOS qui m'a octroyé une bourse pour me permettre de bien me préparer et d'en arriver là. Je remercie également mon coach Ousmane Fall. Je voudrais que mon coach m'accompagne lors de toutes mes sorties. Mon objectif est de ramener une médaille olympique au Sénégal pour rendre hommage à mon coach, mais également à Amadou Diaba. Il est le seul à l'avoir et il faut que je remporte une médaille olympique pour notre pays. Edmond Sanka a couvert les 200 mètres de sa course en 40 secondes 54 centièmes. Cette qualification est très bien accueillie par les canoïstes qui veulent davantage être accompagnés. Un sportif club est derrière Edmond. Il est avec nous, il s'entraîne avec nous. Aujourd'hui, c'est un bonheur que nous partageons avec lui et nous espérons qu'au Jeux de Paris, il reviendra avec une médaille en plus pour gonfler encore un peu plus sa collection. C'est un réel plaisir pour nous, déjà en tant que Sénégalais, de venir accueillir notre champion et aussi au nom de tous les clubs du Sénégal qui représentent la fédération, de féliciter Edmond et plus particulièrement Hans Bernard, plus que particulièrement son entraîneur Ousmane Fall. Nous sommes témoins du sacrifice, des efforts consentis par tout un club pour amener Edmond à ce niveau. Et féliciter aussi tout son encadrement et le comité national olympique qui n'a ménagé aucun effort pour mettre les moyens pour lui permettre d'arriver à ce niveau qui, comme je l'ai dit, est le résultat de tout un effort depuis des années. Cette étape de la qualification franchie, Edmond Sanka va poursuivre sa préparation aux côtés de Combesek et Yves Bourris, déjà qualifiés pour lui permettre au Sénégal de décrocher des médailles lors des Jeux paralympiques de Paris en 2024. Edmond Sanka, le canoïste sénégalais en ancien parachutiste blessé sur les terres d'opération, champion d'Afrique en titre et qui rêve d'une médaille aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Il s'est qualifié avec bravoure et avec toute l'abnégation qu'on lui connaît. Félicitations au Tiambar. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal sur la première chaîne de télévision sénégalaise à 23h. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour le bulletin météo de la NACIM. Des pluies